Mesdames, Messieurs les journalistes, merci d'avoir répondu favorablement à mon invitation pour la présentation de cette proposition de loi qui porte des mesures d'urgence pour la santé et pour les hôpitaux. Je crois que pour comprendre le sens de cette démarche, il faudrait rapidement que je fasse un petit historique de ce qui s'est passé depuis environ 7 mois. Vous avez dû constater que sur les territoires de France hexagonale, mais aussi en Outre-mer, il y a pas mal de manifestations. Ça a commencé d'abord avec les personnels paramédicaux, et notamment les personnels des urgences, qui ont rapidement été suivis en cela par des personnels médicaux qui se sont joints à ces mouvements de protestation. Ça a commencé d'abord par des urgences, puisque c'est une grève des urgences qui touche près de 270 établissements sur les 474 que compte la France dans sa globalité. Donc c'est dire que c'est quand même une situation extrêmement inquiétante. Et les grévistes qui, d'une manière générale, s'inquiètent du manque de moyens alloués, qui s'inquiètent de l'augmentation cruelle et exponentielle du nombre de patients qui sont pris en charge. Les statistiques démontrent qu'il y en avait 10 millions en 1996 et en 2017, on est passé à quasiment 21 millions, qui nécessiterait la mise en place de 10 000 équivalents temps plein, c'est-à-dire que le ministère de la Santé devrait, face à cette pénurie, augmenter les moyens qui sont octroyés aux établissements de santé, et on a vraiment le sentiment que ce n'est pas du tout ce qui se fait en ce moment. Alors, bien évidemment que cette grève s'est propagée dans quasiment tous les services, et les agents prennent le temps, à chaque fois que nécessaire, de manifester leur mécontentement face à ce qu'on appelle une casse du système de santé, avec des moyens financiers qui sont en berne, avec des moyens humains qui sont en constante régression. Et ce constat a été réalisé à la fois sur le territoire de France hexagonale, mais aussi en Guyane. Vous savez qu'actuellement, le CHOM est en grande discussion, parce qu'il y avait eu un préavis de grève qui a poussé les syndicats, les personnels et la direction à se mettre autour d'une table pour pouvoir débattre de la situation de l'établissement. Le centre hospitalier André Rosemont de Cayenne est toujours dans une situation inquiétante, même s'il y a eu l'apport d'argent frais qui a permis de rééquilibrer les comptes et de faire en sorte qu'on puisse envisager l'avenir avec un petit peu plus de sérénité. Mais la question demeure toujours prégnante. On ne sait pas de quoi seront faits les années qui viennent. Le centre hospitalier de Kourou également est dans une tourmente qui fait que tout le monde s'interroge quant à savoir comment on va pouvoir régler la question de la santé sur le territoire de la Guyane. Et puis je ne parlerai même pas de ce rapport de la contrôleure générale des lieux de privation qui a fait une petite visite au pôle psychiatrique du centre hospitalier André Rosemont. Vous avez eu entre les mains le rapport qui démontre une situation plus qu'inquiétante. Les députés du groupe GDR auquel j'appartiens à l'Assemblée nationale, fort de tous ces constats, avaient pris l'initiative d'organiser ce que nous avons appelé un tour de France des hôpitaux et des EHPAD. Nous avons pu visiter 150 établissements, y compris dans les Outre-mer, y compris en Guyane, parce que le 14 mai, j'ai eu l'occasion d'organiser une table ronde avec mon collègue Alain Brunel. Cette table ronde qui nous a permis, encore une fois, de faire un état des lieux des plus inquiétants de la situation de la santé en Guyane. Et donc, c'est à l'issue de ce tour de France des hôpitaux et des EHPAD que nous avons pris la décision de rédiger cette proposition de loi qui vient prendre le contre-pied des propositions qui sont faites dans le cadre de la loi Ma Santé 2022 et qui a été portée par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Vous avez dû remarquer qu'entre le moment où la loi Ma Santé 2022 a été présentée aujourd'hui, eh bien, on a assisté à un doublement du nombre de services d'urgence qui sont mis en grève, ce qui veut dire très clairement que les personnels sur le terrain ne sont pas du tout satisfaits de la manière dont les choses se passent. Et donc, j'ai voulu, en tant que député de Guyane, m'associer pleinement à cette dynamique et faire en sorte que la voix de la santé en Guyane soit entendue à travers les différents échanges que nous avons au niveau national, mais que cette voix puisse aussi avoir un écho favorable à travers la rédaction de cette proposition de loi. Alors, il faut savoir que, je l'ai dit à l'envi, je le répète à l'envi, la santé est un bien précieux qui ne peut pas se marchander.
Et vous avez dû constater que cet an dernier, j'ai fait pas mal d'interventions, notamment concernant la construction d'un centre hospitalier universitaire sur le territoire de la Guyane, ce à quoi, bon an, mal an, le gouvernement continue à dire que les conditions ne sont pas réunies. Alors, je prends le temps de faire la pédagogie, de façon que chacun comprenne bien qu'il ne s'agit pas d'exiger un CHU entre 2019 et 2020. Nous savons pertinemment que ça sera un cheminement qui risque d'être long. Ça va nécessiter du temps de réflexion, du temps d'investigation. On aura besoin de véritables panels d'expertise pour cela. Mais la question qui est posée au jour d'aujourd'hui est de savoir à quel moment nous allons devoir commencer le travail pour que d'ici un délai de 10 ans, 15 ans maximum, on puisse mettre en place ce centre hospitalier universitaire sur le territoire de la Guyane. Pas que nous considérons que le CHU soit la panacée qui va guérir tous les maux liés à la santé sur le territoire de la Guyane, mais parce que nous considérons qu'à un moment donné, il faut pouvoir se fixer un certain nombre d'objectifs. Et cet objectif réside à travers notre capacité à développer la recherche, à développer le cadre d'accueil, à développer l'attractivité du territoire, à développer dans quel cadre la coopération médicale pharmaceutique pourra se mettre en place avec les pays voisins. Et donc, c'est en ce sens que nous considérons qu'il est plus que temps de pouvoir poser la problématique, poser les questions, voir comment on peut créer une synergie autour à la fois des acteurs de la santé, mais des acteurs qui ont pour mission d'équiper le territoire, de mettre en place les logements, de mettre en place les infrastructures dont nous avons besoin pour que les territoires soient attractifs et qu'ils fassent venir pas seulement des personnes de l'étranger, mais aussi des médecins, des personnels paramédicaux, des jeunes Guyanais qui ont suivi des formations, qui travaillent à l'extérieur et qui éprouvent le besoin de retourner travailler chez eux en Guyane. Donc c'est ainsi que nous avons pondu cette loi qui se décline en plusieurs mesures. La première concerne le financement de la santé et de l'hôpital public. Alors je ne prendrai pas le temps d'énumérer dans les détails toutes les propositions qui y figurent, mais il y a quand même quelques éléments qui méritent qu'on s'y attache particulièrement. Parmi les propositions concernant le financement, nous demandons la suppression progressive de certains allègements de cotisations patronales d'assurance maladie qui devraient nous permettre à terme de récupérer près de 22 milliards d'euros susceptibles de mieux financer les hôpitaux et les EHPAD. Et bien évidemment, en raison du caractère particulier de nos territoires d'outre-mer, nous nous sommes organisés pour que dans cette proposition de loi, les territoires d'outre-mer ne soient pas directement impactés par ces allègements de cotisations, puisque nous savons bien que ce sont des outils sur lesquels nous nous appuyons pour donner un peu plus d'énergie positive à nos économies respectives. La deuxième proposition concernant le financement, c'est la revalorisation du coefficient géographique qui est applicable aux établissements publics de santé des Outre-mer. Ce fameux coefficient géographique qui, à un moment donné, avait été mis en place pour nous permettre de lutter contre l'éloignement, contre les difficultés d'approvisionnement, contre les surcoûts qui sont liés à notre éloignement par rapport au centre de production et qui n'a pas fait l'objet d'une vraie revalorisation depuis quelques années. Nous demandons dans cette proposition de loi qu'il y ait une vraie politique de revalorisation. La ministre de la Santé a objecté que ça n'est pas forcément la solution qui va soigner tous les maux, mais nous disons que c'est un élément d'approche qui devrait nous permettre d'aboutir à quelque chose de favorable. En matière de services publics hospitaliers, eh bien, dans cette proposition de loi, nous déclinons un moratoire concernant les fermetures d'établissements, les fermetures de services et les fermetures de lits hospitaliers. Nous demandons également une vraie évaluation sur l'impact du dispositif GHT au regard de l'offre publique de soins, GHT, groupement hospitalier de territoire, qui pourrait peut-être avoir du sens sur le territoire de France hexagonale, mais nous avions déjà dénoncé ce principe sur le territoire de la Guyane. Quand on voit les distances énormes qui séparent les centres hospitaliers de Guyane, on se dit que logiquement, chaque centre hospitalier devrait être doté de tous les équipements et de tous les services susceptibles de lui permettre de dispenser des soins de qualité, que ce soit en termes d'urgence, que ce soit en termes de chirurgie, que ce soit en termes de maternité. La Guyane ne peut pas souffrir de ce nouvel agencement
hospitalier, parce que nous sommes convaincus que ça ne peut pas nous rendre service si on prend en considération les paramètres physiques du territoire qui vont faire qu'on aura plus à souffrir qu'à gagner d'une telle réorganisation. On demande aussi de faire en sorte que les hôpitaux de proximité puissent disposer d'un service d'urgence qui soit ouvert en permanence, avec une maternité qui fonctionne en permanence, parce que la logique défendue par la loi Ma Santé 2022, c'est d'aller vers les suppressions de services, mais c'est une logique ultralibérale qui ne prend pas en considération véritablement les besoins qui ont été identifiés par les acteurs de terrain. Et puis, nous évoquons aussi la nécessité d'aller vers un seuil minimal de présence hospitalière dans chaque bassin de vie. La notion de bassin de vie, qui est une notion très chère au docteur Rollin Belloni, on se dit qu'effectivement, lorsque on voit le temps qu'il y a à parcourir entre le moment où on va récupérer quelqu'un qui se trouve à Camopi, à Trois-Sceaux, même à Maripasoula, pour le conduire vers le centre hospitalier le plus proche, eh bien, nous demandons que rien ne puisse se faire en deçà d'un délai de 30 minutes. Alors, vous imaginez bien que 30 minutes, c'est ce que réclament nos collègues de France hexagonale, mais quand on ramène ça au niveau de la Guyane, on se rend bien compte que dans les meilleures conditions, on ne pourra jamais atteindre cet objectif de délai minimal de 30 minutes. Mais si jamais on arrive à réduire le temps d'acheminement des personnes qui ont besoin d'être hospitalisées en direction de centre hospitalier le plus proche, ça ne pourrait que faire du bien à notre système de santé. En matière d'accès aux soins et de lutte contre les déserts médicaux, cette proposition de loi propose aussi la suppression de la participation forfaitaire lors d'une consultation, ainsi que les franchises médicales sur les médicaments. On demande également d'encadrer autrement les dépassements d'honoraires à hauteur de 30% du tarif opposable, parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment que sur certains territoires, il y a des dépassements d'honoraires qui vont dans tous les sens et que ça n'est pas suffisamment encadré. Et nous exigeons, nous demandons du moins la généralisation du tiers payant pour que les patients ne soient pas là en permanence avec le couteau sous la gorge. Et puis, parmi les autres propositions qui figurent dans cette proposition de loi, il y a la réorientation des aides à l'installation vers les collectivités territoriales pour la création des centres de santé dont nous avons besoin. Nous demandons également que les sages-femmes soient, sous certaines conditions, autorisées à pratiquer les interventions volontaires de grossesse. Concernant les établissements hospitaliers pour les personnes âgées et dépendantes, notre groupe GDR propose la création d'une contribution de solidarité qui serait payée par les actionnaires de la finance, de manière à financer la perte d'autonomie. Et nous demandons également la mise en place de tarifs publics réglementés pour l'hébergement dans les EHPAD, afin de limiter les restes à charge qui sont réclamés aux personnes placées ainsi qu'à leurs familles. Le point numéro 5 de cette proposition concerne la démocratie sanitaire, parce que vous savez que jusqu'à aujourd'hui, les agences régionales de santé ont tout pouvoir de régenter, d'organiser, de structurer la santé sur les territoires relevant de leurs compétences. Eh bien, nous demandons simplement la suppression des pouvoirs de sanction dont disposent, de sanctions financières, dont disposent actuellement les ARS à l'encontre des établissements hospitaliers en matière de qualité et d'efficience des soins. Mais nous demandons aussi le renforcement de l'autonomie des conférences régionales de santé, les fameuses CRSA, vis-à-vis des ARS. Nous souhaiterions que les CRSA soient vraiment positionnés à côté des ARS comme étant de vrais contre-pouvoirs, et que ces CRSA qui sont formés de personnel de santé, qui sont formés de citoyens, qui sont formés de patients, soient capables de dire à quel moment les projets portés par les ARS peuvent être vus comme étant de bons projets pour la santé de leur territoire, et à l'inverse, lorsque les projets portés par les ARS ne correspondraient pas à ceux qu'attend la base, à ceux qu'exige la base, mais que ces conférences régionales de santé soient capables de dire aux ARS, eh bien, là nous ne sommes pas d'accord parce que votre parole n'est pas nécessairement une parole fondamentale. Et puis bien évidemment, nous demandons aussi le renforcement de la présence des représentants des personnels au sein des conseils de surveillance et au sein des directoires, parce que
Les personnels ont souvent eu le sentiment d'être lésés, ils ont le sentiment de ne pas être entendus. Les cris de souffrance qui émanent de la base sont des cris également de ces mêmes personnels. Et donc, nous avons considéré qu'il était plus qu'impératif qu'à travers une loi digne de ce nom, nous soyons capables de redonner à ces personnels la juste place qu'ils méritent au sein du dispositif de management et de gouvernance de nos établissements de santé. Et puis, le dernier point qui apparaîtra dans cette proposition de loi concerne la politique publique, c'est-à-dire qu'une obligation de transparence qui soit à la charge des entreprises pharmaceutiques, puisqu'on sait très bien, on le voit sur Internet, qu'il y a beaucoup d'articles, alors certains qui relèvent d'une certaine vérité, puis d'autres qui sont des fois des fake news, mais il n'empêche que nous sommes confrontés à un vrai souci de transparence de la part de ces entreprises et on va leur demander de publier annuellement les aides publiques qu'elles perçoivent parce que percevant des aides publiques, elles doivent se sentir obligées d'accomplir une partie de service public, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc simplement un souci de transparence devrait nous permettre d'avoir davantage de précision sur la manière dont fonctionnent ces entreprises pharmaceutiques. Et on a aussi évoqué la révision annuelle des prix des médicaments par le Comité économique des produits de santé, parce que là, effectivement, les usagers se plaignent énormément de la variation des prix des médicaments qui n'est pas toujours, le prix qui n'est pas toujours contrôlé. Et puis concernant notamment les territoires d'outre-mer, on a mis en place un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement en médicaments. Ce sont des sujets qui ont été d'actualité au moment où très récemment nous avons travaillé le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Les députés des Outre-mer ont fait un certain nombre de propositions qui des fois ont été retenues, qui des fois n'ont pas été retenues. Je prends le cas de la révision de ce fameux coefficient géographique. La ministre ne l'a pas retenu parce qu'elle considère que ça n'est pas le problème de la santé dans les Outre-mer. Nous considérons à contrario que si ce n'est pas l'unique solution qui pourrait régler les maux de la santé en Guyane, que néanmoins, c'est un élément qui doit être pris en considération parce que quand on observe que 6 hôpitaux sur 10 sont dans des situations de déficit financier, les hôpitaux des Outre-mer n'échappent pas à cette règle et nous considérons que de façon structurelle, ça peut être une bonne solution qui serait de nature à ramener un peu d'oxygène, un peu de clarté dans nos budgets, dans nos financements. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette proposition de loi, comme je le disais en préambule, qui vient prendre le contre-pied des différentes propositions qui figurent dans la loi Ma Santé 2022 qui a été validée en juillet 2019, a vocation à être défendue. Ce n'est pas la panacée, ce n'est pas une proposition de loi qui va vers l'exhaustivité de toutes les mesures possibles et imaginables, mais dans tous les cas, nous considérons que c'est un premier pas qui mérite d'être franchi pour que le système de santé en France hexagonale, mais plus particulièrement dans les Outre-mer, bénéficie d'un regard beaucoup plus conciliant, beaucoup plus objectif, beaucoup plus cohérent de la part de notre ministère de tutelle. Donc je vais vous remettre un exemplaire de ce document qui récapitule, enfin pas récapitule, qui présente de manière beaucoup plus détaillée ce que j'ai tenté de vous dire de manière rapide et de manière très succincte. Et il vous appartiendra, bien évidemment, mesdames, messieurs, d'en prendre connaissance, de prendre connaissance de tous les articles, de voir leur rédaction et voir comment est-ce que vous allez pouvoir en faire la publicité pour que nos concitoyens sachent que, encore une fois, nous sommes très actifs sur la question de la santé, qui est une question qui nous préoccupe au quotidien. La question de l'éducation, la question du foncier également, sont des questions sur lesquelles nous sommes très actifs. Mais on a beau dire ce qu'on veut, si on ne jouit pas d'une parfaite santé, on ne pourra pas se battre sur les autres terrains, on ne pourra pas enseigner, on ne pourra pas aller travailler, on ne pourra pas bâtir ce pays. Donc la santé pour nous, c'est vraiment le paramètre fondamental à partir duquel nous allons devoir travailler pour pouvoir faire émerger une société qui soit plus juste, une société qui permette à chacune et à chacun de pouvoir jouir d'un maximum de confort, d'un maximum de liberté et de pouvoir porter sa juste contribution à l'édification du monde et à l'édification de la Guyane en particulier, puisque c'est de cela dont il s'agit, en tout cas pour ceux qui me concernent. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'ai fait l'effort d'aller
très vite d'aller à l'essentiel. Maintenant, je pourrais vous remettre le document pour que... Alors, cette proposition de loi a été remise à Madame Agnès Buzyn, la ministre de la Santé et des Solidarités. Pour l'instant, nous sommes en attente de son inscription à l'ordre du jour du calendrier parlementaire.